début mercredi des consultations formelles en République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a entamé mercredi ses opérations en vue de la formation du gouvernement. Gestion de l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. Les ministres de la Santé de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signé un accord pour lutter contre le fléau. Quelques extraits à suivre dans ce journal. 5,7 millions de Burundais sont aujourd'hui atteints par le paludisme selon les chiffres de OCHA, le Bureau des coordinations des affaires humanitaires de l'ONU, mais les autorités refusent de déclarer l'état d'urgence. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Début mercredi des consultations formelles en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a entamé mercredi ses opérations en vue de la formation du gouvernement. Reportage. 7 mois après les élections du 30 décembre et près de 80 jours après sa nomination, le Premier ministre congolais a effectivement commencé la consultation en vue de constituer le prochain gouvernement. Pour le premier jour, les délégués de CAP pour le changement, la coalition des partisans du président Félix Tshisekedi et ceux des partisans du président et ceux du Front commun pour le Congo ont été consultés par le Premier ministre. Ce dernier, dans un document remis à ses hôtes, a déterminé les critères qui doivent conduire à la désignation des ministrables par des regroupements de la coalition majoritaire au Parlement. Le Premier ministre compte intégrer des personnalités qui ne font pas l'objet de condamnations judiciaires fermes en RDC ou ailleurs et doser d'anciennes et nouvelles figures et générations montantes dans les listes selon ce document. Parmi les critères mentionnés dans ce texte figurent compétences, intégrité, capacité de travailler en équipe et capacité de travailler sous l'autorité du Premier ministre. Le 10 août, toutes les listes reprenant les noms de 3 candidats pour chacun des 65 postes prévus dans le gouvernement seront centralisées par le Premier ministre avant d'être présentées au chef de l'État pour nomination. Fin juillet, le FCC et CACH avaient signé un accord de gouvernement après d'âpres et interminables tractations attribuant au pro-Kabila 42 postes ministériels contre 23 au pro-Tshisekedi. On reste dans la région, gestion de l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. C'est une question qui préoccupe désormais les autorités. Les ministres de la Santé de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signé un accord pour lutter contre le fléau. Quelques extraits des déclarations. Je ne vais pas dire que le Rwanda va accompagner le Congo, la République démocratique du Congo. Le Rwanda va continuer à marcher la main dans la main, côte à côte, avec nos sœurs, nos frères, pour collaborer, pour renforcer notre collaboration, pour mettre en place ce qu'on a fait ici, mettre en place des mesures renforcées, des mesures communes pour endiguer l'épidémie. Je remercie encore une fois la République du Rwanda d'avoir pris cette initiative, de nous inviter pour que nous puissions mettre en place des mécanismes de lutte, mécanismes communs de lutte contre la maladie, des surveillances communes, des contrôles communs, pour que tout se fasse de manière concertée, pour qu'en ce moment-là, en conjuguant les efforts, en mutualisant les moyens, que nous arrivions le plus rapidement à mettre fin à cette épidémie qui a déjà fait tant de morts. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a maintenu le suspense sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. C'était lors d'une interview à la télévision d'État ce mardi, à la veille de la fête de l'indépendance du pays. Je vais prendre ma décision au moment opportun et sur la base de ce que mon parti me dira de faire, a déclaré Alassane Ouattara qui achève son 2e mandat après avoir été élu en 2010 puis réélu en 2015. La Constitution me permet de faire 2 autres mandats, a-t-il estimé. La loi fondamentale adoptée en 2016 autorise 2 mandats présidentiels, mais cette disposition est sujette à interprétation. J'aurai 78 ans l'année prochaine, mes médecins me disent
dise que je suis en parfaite santé, a ajouté Alassane Ouattara, notant que son principal rival politique, l'ex-président Henri Konan Bédié, a 10 ans de plus que lui. Le scrutin présidentiel cristallise déjà le débat politique à 14 mois de l'échéance. En 2010, la contestation des résultats de l'élection avait débouché sur une crise majeure qui avait fait 3000 morts. L'an dernier, Bédié, qui dirige le PDCI-RDA, avait rompu l'alliance de gouvernement qui l'unissait au parti présidentiel, le RHDP. Les deux camps sont désormais à couteau tiré. Quant au troisième grand parti, le FPI, il espère le retour de son chef et ancien président Laurent Gbagbo, qui réside à Bruxelles dans l'attente d'un éventuel appel de son procès devant la Cour pénale internationale après son acquittement en première instance. Interrogé sur la réforme adoptée le 30 juillet dernier par le Parlement de la Commission électorale dont l'indépendance est contestée par l'opposition et des organisations de la société civile, le président Alassane Ouattara a jugé que le dossier est bouclé et annoncé qu'il allait promulguer la loi. Des députés d'opposition ont déposé un premier recours contre cette loi devant le Conseil constitutionnel qui l'a rejeté. L'Agence des Nations Unies pour l'alimentation a lancé ce mardi un appel à des dons pour un montant de 331 millions de dollars. Objectif, venir en aide aux millions de personnes menacées de famine au Zimbabwe. Les détails. Environ 5 millions de personnes, soit un tiers des 16 millions de Zimbabwéens, ont besoin d'une aide alimentaire et au moins la moitié d'entre eux sont au bord de la famine, selon le Programme alimentaire mondial, PAM. Quelques 2,5 millions de Zimbabwéens s'acheminent vers la famine, a déclaré le directeur exécutif du PAM lors du lancement de cet appel. Et si rien n'est fait, au début de l'année prochaine, 5,5 millions de Zimbabwéens seront dans une situation similaire, a-t-il averti. Ancien grenier à céréales de l'Afrique australe, le Zimbabwe est empêtré depuis près de 2 décennies dans une grave crise économique et financière qui s'est traduite notamment par des pénuries régulières de denrées de première nécessité comme la farine, le pain ou encore l'huile. La dernière campagne agricole a été particulièrement mauvaise en raison de la sécheresse. Les dons devraient aussi permettre de répondre aux besoins humanitaires des victimes du cyclone Idai qui a frappé une partie de l'est du Zimbabwe plus tôt cette année. Le cyclone qui avait aussi balayé le Malawi et le Mozambique avait touché 570 000 Zimbabwéens et fait 50 000 déplacés dans le pays. Le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe après son éviction à l'issue d'un coup de force en novembre 2017, a promis de revivifier l'économie du pays. Mais depuis son arrivée au pouvoir, la situation économique a encore empiré. L'inflation annuelle s'est établie à 176% en juin, du jamais vu en une décennie. La population est aussi confrontée à la dépréciation de la pseudo-monnaie locale et à des coupures d'électricité. 5,7 millions de Burundais sont aujourd'hui atteints par le paludisme selon les chiffres de OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Le Burundi fait face aujourd'hui à une flambée de paludisme. Reportage. Ce n'est pas la première fois que le Burundi est confronté à une flambée de paludisme. En 2017 déjà, le gouvernement avait dû déclarer une épidémie. Cette fois, cela représente 2 fois plus de cas que l'année dernière à la même période. Plusieurs causes expliquent cette recrudescence de la maladie. D'abord, il y a des facteurs environnementaux. Selon un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé, le réchauffement climatique est en partie responsable de cette recrudescence du paludisme. En effet, plus de 80% du territoire du Burundi est montagneux. Jusque-là, les moustiques ne s'aventuraient pas en hauteur, mais le réchauffement de la planète et leur évolution leur permet aujourd'hui de survivre à une certaine altitude. Par ailleurs, le gouvernement burundais a amorcé dans les années 2000 une politique de modernisation de l'agriculture misant beaucoup sur la riziculture. Cette céréale pousse dans les marais qui sont de véritables nids à moustiques. Il faudrait distribuer des moustiquaires, lancer des campagnes de pulvérisation pour tuer les insectes ou encore offrir gratuitement les médicaments nécessaires. Puis, il y a les facteurs économiques. L'OMS pointe le manque de ressources humaines, logistiques et financières du Burundi pour faire face à l'épidémie. 50% de la population infectée est un taux très rare. Cela s'explique par les fortes pluies qu'a connues le pays en fin de l'année dernière et au début de cette année.
Il y a aussi d'autres facteurs comme la migration des populations des zones rurales vers les zones urbaines qui a entraîné une surpopulation des villes. Le manque de sanitaire et d'hygiène est idéal pour les moustiques. De plus, les pratiques agricoles ont beaucoup changé au Burundi récemment avec plus de terres irriguées. D'après Dr Onkar Bongal, spécialiste des maladies tropicales et infectieuses à Nairobi au Kenya. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda en Tunisie, principale force au Parlement, a présenté ce mercredi un candidat, Abdel Fattah Mourou, à la présidentielle anticipée de septembre. C'était une première dans l'histoire de cette formation. Les détails. Abdel Fattah Mourou, 111 ans, est chef du Parlement par intérim depuis que son prédécesseur Mohamed Nasser est devenu président par intérim après le décès le 25 juillet du président Béji Caïd Essebsi à l'âge de 92 ans. En 2011, 9 mois après la révolution qui a chassé du pouvoir le président Zine El Abidine Ben Ali et mis le pays sur la voie de la démocratie, Ennahda avait remporté les législatives, le premier scrutin post-révolution. Mais c'est la première fois de son histoire que le mouvement présente un candidat à la présidentielle. C'est normal qu'un parti aussi grand que le mouvement Ennahda ait un candidat aux élections présidentielles, donc on ne peut pas être neutre. On était neutre en 2014 et c'était dans l'intérêt du pays pour l'entente et la transition démocratique. En 2019, Ennahda ne peut plus opter pour la neutralité, donc on doit avoir un candidat à la présidentielle et c'est le cas. Rached Ghannouchi, même s'il est le candidat prévisible, cette fois-ci, il a déclaré dans son discours hier qu'il sacrifiait son droit de participer aux élections présidentielles et selon la loi fondamentale, il est appelé à présenter un candidat. Il y a eu un accord sur la candidature de Abdel Fattah Mourou à la présidentielle avec une majorité proche de l'unanimité, à savoir 98 votes pour, 0 vote contre et 5 abstentionnistes. Le parti a été fondé en 1981. Avant le décès du chef de l'État et le bouleversement du calendrier électoral, Ennahda était réticent à l'idée de présenter son propre candidat à la présidentielle et misait sur un succès aux législatives prévues initialement avant la présidentielle pour laquelle il voulait jouer les faiseurs de roi. Mais le premier tour de la présidentielle a été avancé au 15 septembre et les législatives sont prévues le 6 novembre. Pour rappel, les candidats à la présidentielle ont commencé à déposer le 2 août leur candidature. Mardi, 27 prétendants avaient déjà soumis leur dossier au siège de l'instance indépendante chargée des élections. Des centaines d'avocats ont marché en silence mercredi à Hong Kong. C'était en soutien aux manifestants pro-démocratie. Cette manifestation des avocats illustre le soutien dont bénéficie toujours le mouvement de contestation à Hong Kong, malgré les sévères avertissements de Pékin. Vêtus de noir, les avocats ont défilé pacifiquement sous un soleil brûlant depuis la Cour suprême jusqu'au ministère de la Justice. C'est la deuxième marche organisée depuis début juin par ces professionnels qui se tiennent habituellement à l'écart des manifestations. La veille, Pékin avait adressé son plus ferme avertissement en date aux manifestants qui défient depuis 2 mois le régime communiste. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu, a lancé mardi le porte-parole du Bureau des affaires de Hong Kong et Macao au gouvernement chinois. Des avocats qui défilaient ont indiqué soutenir la demande d'enquête indépendante sur l'application de la loi formulée par les manifestants pro-démocratie. Ils protestaient également contre les poursuites intentées par le parquet jugé politiquement motivé. La police de Hong Kong a arrêté plus de 500 contestataires en faisant inculper des dizaines pour participation à des émeutes, un chef passible jusqu'à 10 ans de prison. Parallèlement, seuls 19 hommes ont été arrêtés pour l'agression du mois dernier qui avait fait 45 blessés et ils ont été inculpés par le chef moins grave, le rassemblement illégal. Par ailleurs, des milliers de policiers chinois ont participé à un exercice anti-émeute aux portes de Hong Kong, une opération perçue comme un nouvel avertissement de Pékin aux manifestants pro-démocratie. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Très bonne suite de programme sur SICA.